C'est un grand honneur et en même temps une redoutable responsabilité que de prendre la parole devant votre auguste assemblée au nom des enfants qui souffrent de cancer au Sénégal. L'enfant, d'autant qu'il est petit, ne peut se soigner seul et ne peut être soigné seul. La dimension sociétale du sujet qui nous réunit cet après-midi, permettez-moi d'utiliser cette terminologie qui est empruntée au monde de l'économie, est pleinement illustrée par la photo de cette petite fille et de ses parents, dont l'avenir dépend de la capacité qu'a le corps médical à organiser les soins, de l'implication des pouvoirs publics, du soutien de la société civile et de la solidarité internationale. Le cancer est devenu un des problèmes majeurs de santé publique du XXIe siècle. Les chiffres qui en attestent sont tristement éloquents. 25 millions de personnes luttent contre un cancer à travers le monde. En 2012, 14 millions de nouveaux cas et 8 millions de décès font du cancer la première cause de mortalité par maladie au monde, devant les accidents cardiovasculaires et d'autres affections dites transmissibles. 60% des cas et 2/3 des morts surviennent dans les pays à faible et moyen revenu, pays qui, pour la plupart, n'ont pas de plan stratégique opérationnel. L'Union internationale contre le cancer, dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer célébrée le 4 février, a axé son action autour du slogan « Halte aux idées reçues ». Il serait inutile de parler du cancer. Serions-nous à l'abri grâce à une politique de l'autruche? Je pense que la réponse de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal est on ne peut plus explicite. Nous verrons que les cancers en général, et ceux de l'enfant en particulier, sont très symptomatiques et que de nombreux signes d'appel permettent d'en faire un diagnostic précoce. Celui-ci est le principal objectif de l'organisation des soins. Nous avons donc droit aux soins et nous devons organiser ces soins. Et ceci est sera le garant d'une guérison de près de 80% des cancers de l'enfant et surtout un des plus puissants arguments pour le droit aux soins. Le cancer de l'enfant, on pourrait penser qu'il n'existe pas et que le cancer ne concerne que les personnes âgées, je dirais les personnes très âgées. Ce qui fait qu'aucun d'entre nous ne serait concerné ici par le cancer. Nous sommes tous jeunes, relativement jeunes, et donc le cancer ne nous concerne pas. Hélas, le cancer intéresse toutes les tranches d'âge, et c'est vrai qu'il est de plus en plus fréquent avec l'âge, et il intéresse aussi les enfants. 3% des cancers sont des cancers de l'enfant, et c'est ainsi que 300 000 nouveaux cas sont attendus chaque année à travers le monde, et sur ces 300 000 nouveaux cas, 100 000 enfants vont décéder de cancer à travers le monde. Il est tout à fait particulier de noter que 2/3 de ces décès vont survenir dans des pays en développement et que le cancer est en pleine expansion puisque tous ces chiffres vont doubler en 2025. Alors pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique est un continent qui a atteint le milliard d'habitants en 2009. La population est jeune, 500 millions de moins de 15 ans. Et le PIB est relativement bas, $660 par an par habitant. Et en Afrique, environ 80 000 nouveaux cas de cancer sont atteints chaque année. Et ces statistiques sont sous-estimées parce que les publications sont relativement rares et fragmentaires. D'autant qu'en Afrique, un des cancers les plus fréquents, le lymphome de Burkitt, sévit de façon endémique dans certaines zones tropicales. Au Sénégal, nous connaissons les chiffres, 14 millions d'habitants, population jeune aussi, environ 40% de la population est âgée de moins de 15 ans, ce qui fait 5 millions d'enfants concernés par les cancers infantiles. Le PIB est lui aussi relativement bas, 50 fois inférieur à celui des USA, et 800 nouveaux cas de cancer sont attendus chaque année au Sénégal, et nous verrons qu'il n'existe qu'une seule unité d'oncologie pédiatrique où on peut leur accorder des soins adéquats.
Une autre idée reçue est que le cancer de l'enfant, s'il existe, serait à peu près un cancer de l'adulte en plus petit. Il existe de grandes différences entre le cancer des enfants et les cancers des adultes. Tout d'abord par les localisations. Nous verrons tout à l'heure que les principales localisations des cancers des adultes, pour les femmes, le col de l'utérus, le sein, pour l'homme, la prostate et pour un peu tout le monde, le poumon, le côlon et le foie. Les localisations des cancers des enfants sont différentes. C'est surtout des cancers hématologiques qui intéressent les ganglions et le sang, et aussi des cancers du système nerveux central. Une autre particularité des cancers des enfants, c'est le potentiel évolutif qui est particulièrement agressif et rapide, ce qui fait que l'évolution d'un cancer chez un enfant peut se faire en quelques semaines à quelques mois vers la généralisation, ce qui montre bien l'intérêt d'en organiser la prise en charge. Les causes des cancers des enfants sont inconnues pour la plupart. Chez l'adulte, on vous parlera de très nombreuses causes. En ce qui concerne les cancers des enfants, les causes sont inconnues et quelle en est la principale conséquence? C'est qu'il n'existe pas de politique de prévention des cancers des enfants. On vous parlera largement de la prévention des cancers des adultes. Chez les enfants, il n'y a pas de prévention primaire en tant que telle, même si la prévention des cancers des adultes devrait commencer chez l'enfant. Mais j'insisterai particulièrement sur la grande sensibilité qu'ont les cancers de l'enfant au traitement moderne, en particulier à la chimiothérapie. Et grâce à cette grande sensibilité, on peut affirmer que le cancer de l'enfant est une maladie curable. En effet, 80% des enfants atteints de cancer peuvent guérir de leur cancer pour peu que les moyens soient réunis. Alors, les principaux cancers de l'enfant, nous commencerons par le cancer des ganglions, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le lymphome de Burkitt, qui est une forme particulière de cancer, sévit de façon endémique dans de nombreux pays tropicaux en Afrique, et ça pose un véritable problème de santé publique dans des pays comme l'Ouganda. Le cancer du sang, qu'on appelle les leucémies, le cancer, les tumeurs cérébrales, les cancers du système nerveux central, qui est dans la littérature le deuxième cancer de l'enfant après les cancers hématologiques. Et surtout, on voit que pratiquement tous les organes de l'enfant peuvent être concernés par un cancer. Le rein, l'œil, le système neurovégétatif, le foie, les os. Alors nous passerons très rapidement sur ces images. Vous verrez que j'ai utilisé des images qui sont bien plus agréables. Mais vous voyez que la symptomatologie des cancers, là nous avons des cancers diagnostiqués au Sénégal, qui sont des cancers très évolués. Vous voyez que la symptomatologie est très parlante. Alors, quels sont les obstacles que l'on rencontre dans la prise en charge des cancers dans les pays en développement, et tout particulièrement en Afrique et au Sénégal? Ces obstacles sont tout d'abord liés à la pauvreté, à la grande pauvreté des populations. Il faut savoir que dans de nombreux pays africains, à peu près la moitié de la population vit avec environ 500 francs CFA par jour, donc grande pauvreté des populations, et aussi culture sanitaire très faible. Insuffisance du développement de la médecine, manque de médecins, d'infrastructures et de moyens techniques, utilisation non optimale des ressources techniques et des médicaments, insuffisance du travail en équipe multidisciplinaire et très souvent un manque de motivation, tout simplement parce qu'on affirme jusqu'à présent que le cancer, surtout celui de l'enfant, n'est pas une priorité de santé publique. Nous verrons que tout cela va conduire à des diagnostics en général très tardifs et à des prises en charge insuffisantes. L'engagement du Sénégal s'est fait très tôt et elle a été marquée tout d'abord par la volonté politique du corps médical de réunir en un endroit géographique précis les moyens techniques et les moyens humains par la création d'une unité d'oncologie pédiatrique, le développement d'un plan stratégique national qui inclut le plan stratégique du cancer des enfants, le renforcement des ressources humaines, la formation du personnel, le soutien des familles et à ce niveau, la forte implication de la société civile est à noter par le biais des associations de parents et des fondations et des dons individuels. Alors,
Une des premières étapes a été la création d'une unité d'oncologie pédiatrique en 2000. Cette unité comprend 22 lits d'hospitalisation et 3 lits d'hôpital de jour. Et vous voyez que les ressources humaines sont encore relativement faibles. 3 médecins, 4 infirmières et 2 seulement spécialisés. Et nous verrons tout de suite d'ailleurs que l'activité de cette unité d'oncologie pédiatrique est devenue de plus en plus importante. En 10 ans, elle a été multipliée par 5. 40 cas de cancer d'enfants pris en charge dans l'unité en 2004. Et l'année dernière, 215 cas. Et ce chiffre va augmenter cette année de façon pratiquement certaine. Alors, les résultats sont encourageants. En effet, 3/4 des enfants qui sont admis dans l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec sont inclus dans des protocoles de traitement des cancers qui sont subventionnés, et en particulier la chimiothérapie est gratuite. Et grâce à ça, nous voyons que nous avons des résultats encourageants avec des taux de survie allant de 51% à 74% selon le type de cancer. Mais rappelons que 80 à 90% des enfants atteints de cancer dans les pays développés guérissent de leur cancer. Donc nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Alors pour ce faire, nous avons développé un plan stratégique qui va essayer d'améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer au Sénégal dans 2 axes. Le premier axe consiste à augmenter le nombre d'enfants ayant accès à des soins. Nous avons vu que l'unité d'oncologie pédiatrique a pris en charge 215 enfants atteints de cancer l'année dernière et il y a 800 cas attendus au Sénégal. Ce qui veut dire que 600 enfants en 2013 ont eu un cancer au Sénégal et n'ont pas eu accès à des soins appropriés. Et donc sont morts de leur cancer puisque je vous avais dit que le cancer a un potentiel évolutif très rapide. Alors pour ce faire, il faudrait développer de nouvelles unités d'oncologie pédiatrique et nous avons avec le ministère une politique de décentralisation des soins et un développement d'une activité d'oncologie pédiatrique dans les hôpitaux régionaux en particulier. Notre objectif sera aussi d'améliorer la survie globale et nous verrons que pour améliorer cette survie globale, il faudra agir sur de très nombreux paramètres. Pas de prévention dans la prise en charge des cancers des enfants, nous n'en connaissons pas les causes. Cependant, ce qu'on doit faire, c'est évidemment améliorer le diagnostic précoce par une information des populations et par une amélioration du circuit qu'empruntent les enfants avant d'arriver à l'unité, améliorer les délais du diagnostic. J'entends par là que lorsque l'enfant arrive dans l'unité d'oncologie pédiatrique, entre le moment où il arrive et le moment où les soins commencent, où le traitement commence à proprement parler, il se passe souvent un certain temps qui sont liés au délai du diagnostic et qui peuvent être améliorés si les moyens techniques de diagnostic, de bilan thérapeutique et de bilan des cancers sont plus riches et sont plus accessibles. Améliorer le traitement reposera sur une subvention plus large de la prise en charge, puisque ce sont des populations qui sont très pauvres et des traitements qui sont lents, sur une disponibilité pour ce qui concerne le Sénégal de la radiothérapie pour les enfants. La radiothérapie que nous avons n'est pas adaptée à l'enfant, et surtout sur un développement de la pluridisciplinarité dans cette prise en charge. Les soins de support sont aussi importants. Il n'y a pas de possibilité de traitement de cancer sans soins de support. Et là, il faudrait insister sur deux éléments. La disponibilité des produits sanguins qui nous empêchent de faire certains traitements de cancer, en particulier certains traitements de leucémie, et le support nutritionnel. Il est tout à fait, inadmissible de voir que dans l'unité, nous n'avons pas de programme de support nutritionnel pour des enfants qui sont atteints de cancer. Le suivi des enfants atteints de cancer est long, plusieurs mois, et pour la leucémie, 2 ans de traitement sans compter le suivi post-traitement. Et ce sont des familles qui sont pauvres, qui ont besoin d'un soutien matériel pour pouvoir adhérer au traitement. Et quelques mots sur les soins palliatifs.
les soins palliatifs doivent être aussi développés, en ce qui concerne l'organisation générale des soins palliatifs et surtout la disponibilité et la distribution de la morphine. Le support psychosocial sous-tend toutes ces actions afin d'arriver à des résultats optimaux. Alors, sur le plan pratique, nous allons terminer notre propos par quelques résultats concernant ce qui a été fait lors des 10 dernières années par rapport à un cancer particulier qui est le cancer du rein, appelé néphroblastome. Cette photo de ce petit garçon gambien a été opéré il y a quelques mois par les services du professeur Mamadou Ndoye d'un cancer du rein. Il termine actuellement son traitement et vous voyez qu'il est en très bonne santé. Et je voudrais vous faire part de quelques résultats qui montreront comment, en 10 ans, nous avons évolué quant à la prise en charge de cette pathologie. Pour ce faire, nous allons considérer 2 périodes. Et sur ces 2 périodes, 3 études permettront d'illustrer nos propos. La première période, que j'ai appelée le siècle dernier, qui est donc bien révolue, est un état des lieux qui correspond à la période avant la création de l'unité d'oncologie et pédiatrie. Et la deuxième période, qui a commencé en 2000 et qui est caractérisée par 3 événements importants: la création de l'unité d'oncologie et pédiatrie, la naissance du groupe franco-africain d'oncologie et pédiatrie et la mise en place d'un programme international appelé le programme My Child Matters. Alors, la première étude fait un peu l'état des lieux. C'est une étude rétrospective qui concerne 56 enfants. Et ce qu'il faut retenir, c'est que à cette période, nous avions un taux de survie global d'environ 20%. Donc tout à fait faible, parce que tout simplement, très peu d'enfants avaient accès à des protocoles complets. La disponibilité des médicaments n'était pas réelle. Et nous voyons 44 décès, la plupart parce que le traitement était incomplet. Et nous avons aussi 10 décès par toxicité, ce qui montre que l'organisation des soins n'était pas optimale aussi. Dans cette série, nous avons isolé 19 cas que nous avons considérés comme cas favorables. Et nous avons calculé que si tous les cas, et en particulier ces cas favorables, avaient bénéficié d'un traitement complet, nous aurions eu environ 60% de guérison. La conclusion de cette première étude est que la disponibilité des drogues permettrait de doubler le taux de guérison des enfants que nous prenions en charge, en particulier du néphroblastome. La deuxième étude a eu lieu entre 2001 et 2013 et a coïncidé avec la création du groupe franco-africain d'oncologie et pédiatrie. Et c'est pour moi l'occasion, si vous le permettez, de rendre hommage à mon maître et mentor, le professeur Jean Lemerle, qui est décédé il y a quelques semaines d'un cancer. Et c'est l'occasion pour moi et pour nous tous de lui rendre hommage. C'était un grand monsieur. Le professeur Lemerle a créé, avec un certain nombre de ses élèves, dont moi-même, le groupe franco-africain d'oncologie et pédiatrie en 2001. Et les objectifs de ce groupe étaient d'améliorer la prise en charge des cancers de l'enfant dans nos pays respectifs et de développer l'oncologie et pédiatrie. Les principales actions comprenaient l'organisation des unités et des équipes, l'élaboration de protocoles de traitement et surtout la mise à disposition gratuite des drogues de la chimiothérapie. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, les enfants pris en charge en unité d'oncologie pédiatrique ont une chimiothérapie qui est entièrement subventionnée et gratuite. Et nous avons évidemment eu comme action de développer l'enseignement et la formation du personnel. Alors, à sa création, 6 pays étaient concernés, 8 unités d'oncologie et pédiatrie ont été créées, vous voyez, surtout au Maghreb, le Sénégal, le Cameroun et Madagascar. Et aujourd'hui, 13 pays sont concernés avec 15 unités d'oncologie pédiatrique à travers l'Afrique. Et c'est le plus grand groupe d'oncologie pédiatrie en Afrique. Les résultats de la deuxième étude que nous avons menée dans le cadre des protocoles du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique montrent un taux de survie global de 60%. Donc 60% des enfants traités dans cette
dans cette étude ont guéri. Et nous avons ici les chiffres du Maghreb, d'Afrique du Nord. Nous voyons que l'Afrique du Nord est à 86%. Nous voyons qu'il y a encore un gap important entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Alors pour l'Afrique subsaharienne, le recrutement était essentiellement des enfants de Dakar, des enfants pris en charge à Dakar. La conclusion que l'on peut tirer de cette deuxième étude, c'est que la disponibilité des drogues permettait de traiter tous les enfants et que nous avions plus que doublé notre taux de guérison, puisque 60% des enfants avaient une survie, étaient en survie. Le troisième événement qui marque la vie de l'unité d'oncologie pédiatrique est le programme Marshall Mathers. Ce programme Marshall Mathers a été lancé en 2004. Il a été lancé par l'Union internationale contre le cancer et il est financé par le laboratoire, la Fondation Sanofi-Aventis, et il a pour but de soutenir des projets dans les pays en développement pour l'oncologie pédiatrique. Le Sénégal a été un des 14 premiers pays sélectionnés dans le cadre de ce programme et le projet que nous avions soumis avait pour objectif principal de diminuer la mortalité par chimiotoxicité en général et par infection en particulier. Et je vous ai juste mis les objectifs spécifiques pour vous montrer que pour pouvoir améliorer cette prise en charge, il faut agir non pas sur un ou deux éléments, mais sur un ensemble d'éléments. Il faut une action globale, complète, pour pouvoir avancer. Alors, l'unité réhabilitée en 2007 et le résultat de cette troisième étude qui concerne une série de 2005 à 2008 montre un taux de survie global de 74% pour les cancers du rein. Et vous voyez que le Maghreb s'est aussi amélioré, mais que le gap a été raccourci. Donc, Monsieur le secrétaire perpétuel, permettez-moi, après ces résultats, de conclure en revenant sur les éléments de notre introduction qui disaient que pour que l'avenir des enfants sénégalais atteints de cancer s'améliore, il faudrait que le corps médical ait la capacité d'organiser les soins en améliorant la pluridisciplinarité. Et nous avons parlé de notre politique de décentralisation qui va être pilotée par le ministère de la Santé. L'implication des pouvoirs publics est évidemment incontournable. Et dans ce cadre, le plan national de lutte contre le cancer est une plateforme qui permettra d'améliorer cette prise en charge. Le soutien de la société civile est très fort au Sénégal. Il se fait par le biais des associations, des fondations et de généreux donateurs anonymes. Et je vous ai parlé de cette solidarité internationale en vous parlant du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et du programme Marshall Mathers qui soutient maintenant, depuis 2005, l'unité d'oncologie pédiatrique. Donc cette photo est pour remercier la société civile de tout ce qu'elle fait pour les enfants atteints de cancer dans notre pays. Et c'est la dernière diapo. Je vous ai montré j'ai pris cette diapo parce que ce beau garçon a été traité d'un cancer du rein en 2005 dans l'unité. Et quand nous faisions l'inauguration de l'unité en 2007, il était venu dans le service quelques jours auparavant pour son suivi, je croyais qu'il était au suivi semestriel. Et il a vu qu'il y avait une fête qui se préparait, l'inauguration de l'unité. On l'a vu revenir, il habite très loin, il habite à 150 km de Dakar. Il est venu le jour de la fête avec ce beau costume. Et vraiment, c'était une joie de le voir partager notre fête. Mesdames, Messieurs les académiciens, je vous remercie de votre attention.